Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a présenté devant le Parlement son tout premier discours sur l'état de la nation depuis l'adoption de la nouvelle constitution. En Ouganda, le chef de l'armée provoque la controverse après des menaces visant l'opposant politique Erias Lukwago sur les réseaux sociaux. Et puis au Canada, les dirigeants du G7 se réunissent pour examiner les grandes crises internationales, notamment la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonce en titre, au Nigeria, les autorités poursuivent les efforts de réinsertion des anciens combattants de Boko Haram. Selon les chiffres officiels, plus de 9000 membres du groupe armé se sont rendus au cours des 10 dernières années. Un vaste programme, autant pour moi, qui a été mis en place pour favoriser leur retour à la vie civile et leur intégration au sein des communautés. Une démarche qui suscite à la fois espoir et interrogation dans les régions touchées par l'insurrection. Suivons à nouveau un reportage. Une prestation de serment sur le Coran et la promesse de ne plus jamais rejoindre Boko Haram. C'est le début d'une nouvelle vie pour plus de 700 ex-djihadistes. Ils ont passé 5 mois dans ce centre de réinsertion à Maiduguri, une ville au nord du Nigeria. Coupables d'actes de torture, de meurtre et surtout d'enlèvement, ces combattants disent regretter leurs actes. J'ai vécu en brousse plusieurs années avec mes épouses et mes 11 enfants. Avec le temps, nous avons compris que nous n'étions pas dans le droit chemin. Des innocents ont perdu la vie. Il y avait beaucoup de vols. Nos populations et notre État ont été ravagés. Tout ça n'était pas justifié. À l'image d'Idriss Abdoulaye, plus de 9000 repentis de Boko Haram ont été réinsérés ces 10 dernières années dans la société. Les repentis ont été formés à de nouveaux métiers, un modèle de lutte contre le terrorisme que les autorités tentent de répliquer dans toutes les régions comme l'État de Borno, l'épicentre des attaques. Avec ce type de message directement adressé aux combattants djihadistes.
Nous vous ouvrons les portes. Vous avez de la chance d'avoir ces habitants bienveillants qui vous pardonnent et vous acceptent. Donc je vous appelle à revenir. Depuis 2019, l'insurrection djihadiste a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, notamment dans le nord-est du Nigeria. Depuis la capitale Abuja, le président Bola Tinubu affirme que son armée a tué 13 000 terroristes l'année passée. Mais le combat est loin d'être gagné. Les Nigérians doutent de l'efficacité de leur armée. Ils étaient des centaines à manifester ce vendredi contre l'insécurité. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Libreville son tout premier discours sur l'état de la nation. Cet exercice, désormais imposé une fois par an par la nouvelle constitution gabonaise, a permis au chef de l'État de faire le point sur la situation du pays, les actions engagées par son gouvernement et les perspectives à venir. Retour sur les temps forts de cette intervention dans ce reportage. Oligui Nguema a affirmé avoir hérité de ses prédécesseurs une situation catastrophique. Dette élevée, institutions fragilisées et confiance avec les partenaires internationaux rompus. Le président a dit avoir lancé des chantiers de construction de routes, d'une cité administrative et d'un palais de congrès, tous sortis en 3 ans seulement. Il a déclaré gouverner le pays sur la base des normes internationales en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit. Certainement une phrase en réponse à ses adversaires qui l'accusent de restreindre les libertés dans le pays, notamment avec la suspension des réseaux sociaux toujours en vigueur et l'emprisonnement de certains opposants, notamment Alain-Claude Bilibinzi. Ce dernier est placé en détention pour une dette de 5 millions datant de 17 ans. Sur le plan diplomatique, Oligui Nguema a affirmé que le Gabon est de retour sur la scène internationale. Il est revenu sur la perte par le Gabon de l'île Mbanié au profit de la Guinée équatoriale. Une décision de la Cour internationale de justice. Cette décision avait aussi attribué au Gabon une partie des terres de la Guinée équatoriale. Sur ce sujet épineux, le président a souhaité la poursuite de la médiation de l'Union africaine. En Ouganda, le chef de l'armée, Muhoozi Kainerugaba, a suscité une vive polémique après avoir menacé l'opposant Erias Lukwago de lui infliger des souffrances et de la douleur. Le message, accompagné d'une photo de l'homme politique, a été publié sur les réseaux sociaux. Cette déclaration intervient dans un contexte politique déjà tendu dans ce pays d'Afrique de l'Est dirigé depuis plusieurs décennies par Yoweri Museveni. Les détails dans ce reportage. Le tout-puissant chef de l'armée ougandaise promet d'infliger des souffrances et de la douleur à l'opposant Erias Lukwago. Muhoozi Kainerugaba, le fils du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis longtemps, a publié son message sur X avec une photo de l'homme politique en t-shirt blanc. Il n'arrête pas de dire « je suis désolé, je suis désolé ». Ça ne lui servira à rien à présent. Message posté par Kainerugaba à ses 1,3 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Lukwago a été arrêté lundi alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte contre le chef militaire. Dans un post précédent sur X, Kainerugaba se vantait d'avoir capturé un imbécile et de l'avoir amené au sous-sol, sans toutefois citer de nom. L'avocat Erias Lukwago porte la défense de l'un des principaux détracteurs de Museveni, Kizza Besigye, qui attend son procès depuis son arrestation au Kenya en 2024. La famille de Besigye accuse l'État ougandais de torture. La militante des droits humains Agatha Atuer a déclaré que cet incident illustrait une fois de plus l'impunité dont jouissaient les autorités en Ouganda. Autre information à présent, les chefs de l'État, de gouvernement des pays membres du G7 se réunissent ce mardi au Canada pour une journée de travail consacrée aux grandes crises internationales. Au cours des échanges figurent la guerre menée par la Russie en Ukraine ainsi que les tensions persistantes au Moyen-Orient. Des discussions du sujet crucial pour la stabilité mondiale et la coordination des principales puissances industrialisées. Plus de détails dans cet élément. Le sommet du G7 s'est ouvert en France avec notamment des discussions sur la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine
et la crise au Moyen-Orient. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky marque l'événement de sa présence en tant qu'invité de la France. Les débats sur l'Ukraine font suite à l'annonce faite par le président américain Donald Trump d'un accord visant à mettre fin à la guerre menée depuis 3 mois et demi par les États-Unis contre l'Iran. Ces dernières semaines, le conflit en Iran a éclipsé la guerre en Ukraine, lancée il y a plus de 4 ans par le président russe Vladimir Poutine, avec qui le président Donald Trump a déclaré avoir eu de bonnes discussions, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky. Le G7 comprend la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. D'autres nations sont invitées à ce sommet, notamment le Brésil, l'Inde, le Kenya et la Corée du Sud. Elles prendront part aux discussions en tant que pays partenaires, aux côtés du groupe des pays les plus développés du monde. Le Somaliland a officiellement ouvert son ambassade à Jérusalem ce lundi, marquant une nouvelle étape dans ses relations avec Israël. Cette inauguration est intervenue à l'occasion d'une visite d'État du président Abdurrahman Mohamed Abdullahi en Israël. L'événement qui s'est déroulé à Jérusalem revêt une portée diplomatique importante pour ce territoire de la Corne de l'Afrique en quête d'une plus grande reconnaissance sur la scène internationale. Suivons ensemble. Le Somaliland a inauguré lundi son ambassade à Jérusalem lors d'une visite d'État du président Abdirahman Mohamed Abdullahi, une première dans l'histoire des relations entre les deux pays. Sur X, le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa'ar s'est félicité d'avoir écrit les premières pages de ce rapprochement. Le Somaliland devient ainsi le 8e pays à installer sa représentation diplomatique à Jérusalem, après les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Fidji. La grande majorité des missions étrangères en Israël demeurent à Tel Aviv. Et dernière actualité pour clôturer cette édition, à Beyrouth, au Liban, les autorités militaires appellent à la population à la prudence malgré l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, alors que certains habitants envisagent de regagner leur domicile. L'armée libanaise recommande d'attendre avant tout retour précipité en raison d'une situation sécuritaire jugée encore incertaine. Comment cette annonce est-elle accueillie par les Libanais? Élément de réponse dans cet élément. Une ville en ruine. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une épaisse fumée s'élève encore dans le ciel de Nabatieh. Dans cette grande ville chiite du sud du Liban, théâtre de frappes incessantes de la part de l'armée israélienne, les premiers habitants reviennent. Au lendemain de l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, ils retrouvent émus ce qui reste de leurs repères et leurs souvenirs. C'était notre maison d'enfance, c'est ici que nous avons grandi et maintenant tout a disparu. Mais Dieu nous le rendra. Nous avons perdu mon neveu ici. Quand le cessez-le-feu a été annoncé, nous avons été les premiers à revenir voir la ville. Au final, c'est notre pays et nous devons y retourner, même s'il est détruit. Nous retournerons aux décombres et au sable. C'est mieux que d'être déplacés. Malgré toute la tristesse et la douleur que nous ressentons en voyant notre ville détruite, nous gardons l'espoir de pouvoir la reconstruire. Cependant, au-delà du sud du Liban, les réactions sont plus mitigées. À Beyrouth, que ce soit sur la corniche ou en centre-ville, l'heure est à la retenue et au doute. Les visages sont plus fermés et nombreux sont ceux qui ne croient pas au protocole d'accord. Nous ne sommes pas du tout optimistes. L'accord annoncé me semble très fragile. Netanyahou ne se pliera pas aux exigences de Trump et il ne se retirera pas du Sud-Liban. Tout le monde le pense. Cela fait des mois qu'il est censé y avoir un cessez-le-feu et pourtant au Liban, c'est toujours la destruction. Que dire de plus? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Malgré les avertissements des autorités, de nombreux Libanais ont repris la route, pressés de rentrer, partagés entre l'espoir de reconstruire et la crainte que la trêve. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Esaïe Télévision.